Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue donc à notre webconférence. Donc, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Donc, pour ma part, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous, je pense. Je suis Eric Bonneb, donc fondateur de Secret Planet, comme vous le savez, un tour opérateur basé à Lyon, qui propose des expéditions, des voyages d'aventure et nature, avec nos activités Tamera, donc pour le trek, et les voyages d'aventure, Expedition Unlimited pour les expéditions polaires et en haute altitude. D'ailleurs, vous savez qu'on a un Everest en cours, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre en live. Saiga pour les voyages nature en lien avec la préservation de la biodiversité. Donc, bienvenue à cette webconférence au cours de laquelle nous avons la chance de recevoir Louis-Marie Blanchard, qui est un grand voyageur, qui avec son épouse, donc Élise, a sillonné le Pérou et la Haute-Asie pendant une bonne trentaine d'années à la rencontre des nomades et des semi-nomades, des plateaux et des montagnes de l'altitude. C'est un passionné d'exploration et d'ethnologie. Il a réalisé donc de nombreux films, publié de nombreux ouvrages, dont le dernier, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est consacré donc à John Muir, dont il va reparler, un Américain du 19e siècle qui était un passionné de nature sauvage et qui est un des pères fondateurs donc de l'écologie moderne. Voilà, donc à travers l'entretien que nous allons avoir tout à l'heure, vous retrouverez ces thèmes à la fois du voyage, la passion pour les autres et l'écologie. Avant de retrouver Louis-Marie, je voulais vous dire que dans 15 jours, je vous propose une visioconférence et non plus une webconférence au cours de laquelle mes collègues et moi-même répondrons à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir sur Secret Planet, qu'il s'agisse de nos activités, de nos partenaires, de nos programmes, de nos destinations, notre organisation, notre stratégie, la situation évidemment avec le Covid, toutes les questions que vous pourriez avoir en termes de développement durable. Bref, toutes les questions que vous pourrez nous poser en direct via une autre plateforme d'ailleurs. On utilisera probablement cette plateforme-là, vous savez, qui s'est développée au cours de la dernière année, qui s'appelle Zoom et qui permet d'avoir les questions en direct et donc d'avoir un échange plus fluide. Voilà, donc nous vous enverrons bientôt une invitation pour cette visioconférence et si vous êtes intéressé, vous recevrez un lien qui vous permettra de nous rejoindre. C'est donc dans 15 jours à 18h comme chaque fois. Alors c'est intéressant, ce sera un test pour nous, de voir déjà si technologiquement ça marche bien quand il y a un petit peu de monde et puis si ça s'avère intéressant pour vous, là pour le coup, eh bien c'est quelque chose qu'on pourrait répéter de façon régulière. Voilà. Donc ça, c'est dans 15 jours, mais pour l'heure, nous allons donc rejoindre Louis-Marie, que nous sommes très heureux de retrouver. Bonsoir Louis-Marie, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Impeccable. Donc, comme à notre habitude, en fait, on a, enfin, la plupart du temps, en tout cas, enregistré l'entretien que j'ai eu avec Louis-Marie il y a quelques jours pour éviter donc des problèmes techniques et puis pour permettre quelques montages un peu fluides de photos notamment. Donc, pendant cet entretien, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Louis-Marie, que je reprendrai donc à la fin. Vous savez que pour ce faire, vous avez l'onglet questions qui est à votre disposition. Essayez d'utiliser plutôt celui-ci. Je sais que vous avez l'habitude par réflexe d'utiliser aussi le chat. L'onglet questions est plus approprié, ça me permet de faire le tri plus facilement. Et puis, je vous rappelle pour ceux qui l'ont pas que cette webconférence se voit encore mieux avec le navigateur Chrome. Voilà, la qualité est un peu meilleure. Voilà. Et si le son de la vidéo, lorsqu'on la lance dans quelques instants, c'est Thibaut qui va le faire, ne se met pas automatiquement, si le son ne se met pas automatiquement, cliquez sur votre écran pour le mettre en place. Voilà. À tout à l'heure. Allons-y pour cet entretien avec Louis-Marie. Donc moi, je suis d'Anjou, hein. Donc je suis né à Rabelais-sur-Layon dans le vignoble. Et puis après ça, j'ai bourlingué un petit peu à travers la France, que mon père était gendarme.
Et donc, tous les 2-3 ans, on se baladait de brigade en brigade. On était 6 enfants à la maison, on avait peu de moyens. Ma mère ne travaillait pas, mon père était gendarme, donc c'est 6 enfants, un seul salaire. Et donc, on voyageait pas. On allait en camping au bord de la Loire, à Préfaille, au bord de la mer, tout près de chez nous, le plus près. Et je savais pas ce que c'était le voyage à l'époque. Et puis, je m'amourage de mon épouse. Et là, donc j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Hein. Et là, elle, avec ses parents, son père était ingénieur, avait une situation plus favorable que celle de mon père. Et eux, ils voyageaient en Yougoslavie, au Maroc et partout. Et elle a commencé à me raconter ça. Et moi, ça a été un éblouissement, quoi. Ce que je me suis dit, mais il existe autre chose que la France, quoi. C'était l'explosion des voyages à l'époque, les années 70, les charters, les machins, le point, etc. Et là, dès qu'on a pu, on a commencé à aller en bagnole en Turquie, premier séjour. Après, on est parti sur la route des Indes avec le premier guide du routard, la route des Indes, avec un Z. Hein. Donc là, on a fait l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde et le Népal. Et puis, j'ai vite vu que ce genre de grandes randonnées itinérantes, on voyait tout, puis on voyait rien. Mon père était gendarme, mais il était photographe de la gendarmerie. Alors, dès l'âge de 12-13 ans, avec mon frangin, on était dans le labo de mon père et mon père nous a appris à développer les photos, à tirer les photos, à faire les photos. À notre première communion solennelle, on a eu chacun un bel appareil photo. Et donc, tout petit, j'ai été dans la photo. Mon père était passionné de photos. Et ça m'a beaucoup aidé. Puis quand on a commencé nos premiers voyages sur la route des Indes, là, j'ai commencé les diapos et tout ça. Et puis après, c'est venu tout seul. J'ai commencé d'abord ces voyages 72-73 sur la route des Indes. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ça m'a permis d'aller en Afghanistan avant que les Russes y aillent. Ça, c'était déjà extraordinaire. Puis les premiers voyages au Népal, où ils vendaient le hashish comme tu vends des caramels partout. Mais vraiment, extraordinaire. Hein. C'était l'époque des babacools, des beatniks et tout là-bas, mais incroyable. Bon, après, je passe au Pérou. Là, on est dans les années 73-74. Et jusqu'en 87, j'ai fait 10 ans de reportage au Pérou sur les Indiens des Andes. Et puis en 87-88, j'ai commencé Chine. Là, je suis allé partout en Chine. Et puis j'ai tout de suite vu que la Chine, il n'y avait pas pour moi l'équivalent du Pérou. Et pour trouver l'équivalent du Pérou, il a fallu que j'aille au Tibet oriental. Et là, en fait, j'ai fait un très grand parallèle entre les Indiens du Pérou et les nomades du Tibet oriental. J'ai retrouvé le même genre d'ambiance, ces hautes montagnes, etc. Bon, voilà, et les nomades et tout ça. Et les troupeaux, au lieu d'être des lamas, c'était des yaks. Bon, voilà. Et puis, à partir de là, je me suis aperçu, en me plongeant dans l'histoire du Tibet, parce que parallèlement, je menais un très gros travail de documentation sur l'histoire de l'exploration et sur l'ethnographie, qui me passionne et qui me passionne toujours. Hein. Et là, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas, d'abord, il n'y avait pas de Tibet en Chine, mais il n'y avait pas de Tibet en Mongolie surtout. Parce que le patron du Tibet, c'était autant les Mongols que les Chinois. C'était les Mongols qui protégeaient les Tibétains contre les Chinois. À partir du moment où le Tibet est devenu bouddhiste, il n'y avait plus d'armée. La grosse armée qui protégeait le Tibet contre la Chine, c'était les Mongols. Donc, je me suis intéressé à la Mongolie. J'ai commencé à la Mongolie. J'ai vu aussi que les Tibétains avaient mis les pieds en Asie centrale et qu'il n'y avait pas de Tibet sans tout ça. Et donc, c'est un ensemble qu'on appelle la Haute-Asie, Tibet, Mongolie, Asie centrale, et ça m'a pris 20 ans. C'est simple. De partir de 88 jusqu'en 2008, je n'ai fait, donc c'est même 88, 98, 2008, oui, 20 ans, j'ai fait que ça. Là, j'ai publié une dizaine de bouquins sur le sujet, des articles autant que les magazines voulaient bien de moi, mais beaucoup de dossiers dans Trek, etc. Et puis des films, hein, un film sur les nomades tibétains, un film sur les nomades kazakhs et kirghizes, un film sur les nomades mongols, des bouquins sur Marco Polo, la route de la soie, tous les nomades de Haute-Asie. Mais mon premier film, mais qui a été quand même diffusé en prime time sur Arte. Donc là encore, j'ai eu un coup de peau monumental. J'avais un sujet que personne n'avait. Donc le même coup que le Koliuriti au Pérou, mais là, c'était sur les nomades tibétains.
Et à partir de là, ben, j'ai fait beaucoup de conférences avec ça. J'ai fait un bouquin là-dessus, 2, 3 bouquins. Donc finalement, j'ai fait 2, 3, 4 bouquins sur le Tibet. Après, j'ai fait d'autres bouquins sur l'exploration en Asie centrale, en Mongolie, etc., etc. Et du coup, j'en suis rendu, je crois, à 17 ou 18 bouquins. Mais en fait, ça paraît beaucoup, mais sur 30, 40 ans, c'est normal. Avec cette trilogie conférences, expositions, parce que je ramenais aussi beaucoup d'objets de voyage, d'objets ethno et tout, et puis les bouquins, et ben, les bouquins, les salons m'amenaient des conférences, les conférences faisaient vendre les bouquins, ça faisait tourner les films, et patati et patata, et comme il faut bien croûter dans la vie, et ben voilà, avec cet ensemble-là, j'arrivais à vivre de ma passion, et ça a duré tout le temps. Et puis des conférences dans les festivals comme le Grand Bivouac à chaque édition. Et puis voilà, je n'ai pas vu le temps passer. Comme j'avais appris l'espagnol au collège, je me suis dit, je vais aller au Pérou. J'avais cette idée du Pérou. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Des Indiens du Pérou. La musique, hein, je pensais la musique. Et encore chez mes beaux-parents, ils écoutaient les premiers disques de Los Incas. Là. Et cette musique indienne m'est rentrée dans la tête. Et on a commencé à partir au Pérou. Et du coup, pendant 10 ans, je suis allé au Pérou. Tous les ans, on allait au Pérou. Et là, j'ai travaillé sur un seul reportage, la cordillère de Vilcanota, qui a ce site très particulier, qui a des villages à 4500 mètres dans les Andes, et que ces Indiens, les Queros, sont les seuls Indiens à descendre des Andes en Amazonie avec des caravanes de lamas. Et ils sont aussi les pères fondateurs d'une grande fête sur les glaciers qui s'appelle Koyuriti, qui est la plus grande fête indienne. Et j'ai eu cette chance d'être le premier en Europe à faire ce reportage sur le Koyuriti, que j'ai vendu immédiatement à Géo, à Erronée en Italie, à World Magazine en Angleterre. Enfin, ça m'a mis le pied à l'étrier immédiatement. En 87-88, au moment où Deng Xiaoping a réouvert un petit peu, le Tibet était fermé, donc je passais chaque fois en fraude au CAM, hein, parce que moi j'étais spécialisé sur le Tibet, je me suis là encore spécialisé, le Tibet oriental. Il n'y avait personne d'autre avant moi. Honnêtement, en France, il n'y avait personne d'autre sur le CAM. C'était interdit d'aller au CAM. Et moi, je bricolais, avec ma femme, on bricolait pour passer de nuit les machins, et on arrivait au CAM, dans les endroits complètement paumés où il n'y avait pas de Chinois. À l'époque, les Chinois ne tenaient que les grands axes et les petites bourgades. Si tu allais sur le plateau avec les nomades, tu ne voyais plus un Chinois. Un Chinois, à l'époque, qui allait sur le plateau, il mourait. Ah oui. Oui, quand ils allaient sur le plateau, il fallait qu'ils soient 30 en section. J'ai eu, pour être raconté, je ne sais pas combien d'anecdotes. Hein. Donc, les Kampas ne les laissaient pas aller sur le plateau. Ils n'y allaient pas. Donc, une fois que tu étais sur le plateau, tu pouvais rester 1 mois, 2 mois sans voir un Chinois. C'est comme ça que j'ai pu travailler. Par contre, je me suis fait prendre 2, 3 fois et ça m'est arrivé de payer jusqu'à $800 d'amende pour revenir en Chine. Autrement, ils me prenaient mon passeport et me renvoyaient à Pékin. Et là, j'étais sur liste noire, je ne pouvais plus aller au Tibet. Mais j'arrivais toujours à m'arranger parce que j'avais un gars avec moi, un excellent guide qui s'appelait Patchen, à qui j'ai appris un petit peu de français, qui m'a appris le tibétain. On avait un langage franco-tibétain ou tibéto-français. Et lui était le beau-frère d'un grand Tulku du Kham. Et les Chinois faisaient très attention à ne pas se mettre mal avec ce Tulku. Donc, chaque fois que j'avais des problèmes avec la police, je faisais intervenir ça et ça arrivait à se débrouiller localement sans que ça parte à Pékin. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, le Tibet central a été sinisé énormément plus vite que le Kham. Parce qu'au Kham, il y avait quasiment que des nomades et ils ne les tenaient pas, quoi. Tibet central, c'est des paysans, des Rongpa, des gens des vallées. Tu tiens les vallées, tu tiens tout. Au Kham, il faut tenir le plateau. Mais tenir le plateau pour des Chinois, c'était une autre paire de manches. Parce que le froid, parce que l'éloignement, parce que les Kampas étaient tous armés. Enfin, bon, voilà. C'était ingérable pour eux. Ils ont mis 20 ans à commencer à gérer le Kham et l'Amdo. Chaque fois, il faut trouver le type qui te met le pied à l'étrier là où tu arrives. Oscar Núñez del Prado au Pérou, qui te prend sous son aile et qui enregistre des messages aux Indiens Queros en leur disant ce jeune-là, accueillez-le,
emmenez-le avec vous en Amazonie, avec vos lamas, et permettez-lui de travailler avec vous. Ça, c'est extraordinaire d'avoir un type comme ça. Ma rencontre avec un guide péruvien, Alipio, pendant 10 ans, il m'a suivi dans la cordillère de Vilcanota, ça a été génial. Après ma rencontre avec Pachen au Tibet, un nomade pur jus, mais beau-frère d'un Tulku, ça m'a ouvert des portes sensationnelles. C'est ça, enfin, c'est ça le maître mot du truc. À chaque fois, après, j'ai trouvé un prof d'université en Mongolie qui servait d'interprète, un type absolument génial. Mais je dirais qu'il n'y a pas de différence entre les montagnes du Pérou, avec ces villages à 4005, les gens avec leurs troupeaux de lama, là, les pasteurs de la Puna. Après, tu vas au Tibet, les Kampas avec leurs troupeaux d'yak, leurs chevaux, etc., leurs chèvres et leurs moutons. Tu vas au Kyrgyzstan, c'est la même chose. Tu vas au Tadjikistan, c'est l'adaptation de petits peuples semi-nomades ou semi-nomades à des montagnes où ils sont tout seuls là-dedans. Après, je suis allé au Maroc, on n'a pas parlé du Maroc, mais j'ai fait 18 voyages au Maroc là, depuis que j'ai commencé en une dizaine d'années avec les nomades du Maroc. À chaque fois, c'est le même truc. C'est différent, mais c'est le même truc. C'est l'adaptation de petits peuples de pasteurs à un milieu montagnard et dans un environnement qui est complètement différent de celui de la ville. Et et des gens qui, tout ce qu'ils ont, ça tient sur 3 bourricots, 2 chameaux, 3 yaks, point barre. Et ils arrivent à être heureux en famille et à être autonomes avec des revenus, mais franchement, c'est des revenus qui sont de moins de $50 par mois, hein, largement. Hein. Pour les nomades Aïtata du Maroc, c'est $150 par an. Et ils arrivent à être en famille, à être autonomes avec ça. Enfin, tu te poses quand même un certain nombre de questions sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est l'homme dans la nature, sur ce qu'est l'homme technologique comme toi et moi, par rapport à ces gens-là. Et nous, on a cette chance qui va bientôt disparaître d'avoir sous les yeux ces 2 types d'hommes. Moi, je les ai vus pendant ces 40 ans, 2 types d'hommes. Je ne sais pas si j'aurais été capable de rester tout le temps là-bas. Ce qui est la preuve que je ne suis pas comme eux, même s'ils disent que je suis comme eux. Parce qu'au bout de 6 mois, j'ai un besoin presque irrépressible de revenir, voir mes copains, voir le chez moi, voir mes parents à l'époque, voir etc. Mes amis, hein, mes frères et sœurs. Mais quelque part en moi, il y avait toujours cette idée que l'idéal, ça serait d'être là-bas. Que je pense toujours que si je n'avais pas été avec ma femme, je serais devenu un errant, probablement. Pas toujours peut-être à vivre dans les campements nomades, mais un errant à travers le monde. J'en suis à peu près sûr. Et je dis toujours que si, par malheur, ma femme me quittait, le lendemain, je vends ma maison, je suis dans un camion et je fais que rouler. Donc, je suis quand même devenu fondamentalement un nomade. Mais je ne sais pas si je serais quand même capable de vivre. Peut-être que si maintenant. En vieillissant, peut-être que si. De vivre comme eux, comme ces nomades de Haute-Asie. Est-ce que je serais capable? Peut-être que si maintenant, en étant plus vieux. Ma prise de conscience écologique, elle date de loin parce que je me suis toujours passionné pour la nature sauvage, la faune et la flore. Mais en fait, il faut bien dire que les problématiques liées au réchauffement, liées à la perte de biodiversité, et tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les pollutions par pesticides, insecticides, produits chimiques, métaux lourds et tout ça, moi, dans ma jeunesse, on n'en parlait quasi pas. On a commencé à en parler il y a une vingtaine d'années, c'est une trentaine d'années avec René Dumont, tout ça. C'est là où j'ai commencé à prendre un peu conscience du truc. Puis quand j'ai commencé à parler des États-Unis, à étudier les États-Unis, et puis la nature sauvage aux États-Unis et tout, j'ai vu que les voyageurs parlaient de cette réduction de la nature sauvage, réduction de la biodiversité, pollution des grands lacs, pollution de ceci, pollution des villes minières partout. Et les types prennent conscience de ça. Dès les années 1870-1880 aux États-Unis, hein, il commence à y avoir des gros problèmes. Et cette pollution, elle va monter en puissance. Alors, je ne parle même pas de la pollution ethno, qui est une disparition quasi des Amérindiens, des Indiens, hein, où j'ai fait des chapitres et des chapitres là-dessus dans mes bouquins, sur la manière dont ça s'est fait avec les chasseurs-cueilleurs indiens. Et ça a été ignoble, c'est un génocide monumental qui n'est pas voulu dans l'ensemble. Parce qu'en fait, il y avait 1 mort ou 2 morts sur 10 par mort violente. Mais le reste, c'est par maladie, par
par le fait qu'ils n'avaient plus de territoire, enfin, etc., etc. Hein, mais ça revient au même. Hein, c'est un génocide culturel, voilà, bon, le changement de civilisation. Et eux, ils avaient cette idée de la terre-mère qu'il faut respecter. Et en fait, je crois que la cheville ouvrière, ça a été ça, c'est-à-dire que les premiers Blancs prennent conscience de la différence qu'il y avait entre eux et ces gens qui respectaient la terre-mère. Exactement ce que j'ai ressenti moi quand j'allais sur ces populations nomades, que ce soit les Tibétains, les Kirghizes, les Kazakhs, etc., la différence de l'approche qu'ils ont de ce qu'est la nature pour eux et de ce qu'elle est pour nous. Nous, c'est un terrain de jeu, eux, c'est leur vie. C'est pas la même. Hein. Et maintenant, on est en train de prendre conscience que cette nature, c'est notre vie qui est en jeu. On le voit avec le coronavirus. C'est notre vie qui est en jeu. Quand il y a le lac Erie qui a pris feu aux États-Unis dans les années 60, ils ont vu que c'était et qu'il y avait des rivières qui ont pris feu aux États-Unis, dans des villes minières ou chimiques. Quand ils ont vu les premiers incidents nucléaires, quand ils ont vu l'arrivée du DDT qui détruisait toute la biodiversité, que Rachel Carson, la première biologiste avec son livre Le printemps silencieux, a dit attention, avec les insecticides, les pesticides, on va tout détruire dans la nature. Ils ont pris conscience de ça. Et il y a eu les premiers mouvements écologiques qui se sont faits. Et puis, il y a eu les premiers écrivains de nature sauvage, ce qu'on appelle le nature writing aux États-Unis, qui n'a pas l'équivalent chez nous. Il y a toute une veine de nature, d'écrivains de nature sauvage aux États-Unis. Aujourd'hui, avec des représentants comme Rick Bass, qui est le meilleur représentant, qui vit dans le Montana et qui essaie depuis 30 ans, il essaie de faire classer en parc national la dernière grande vallée sauvage du nord du Montana, la vallée de Yaak. Et malgré sa notoriété, il n'y arrive pas face au lobby forestier. Et il a aussi monté avec Doug Peacock, là, le grand spécialiste des grizzlies, qui est un syndromé de la guerre du Vietnam et qui a passé le reste de sa vie à s'occuper des grizzlies. Ils essaient de sauvegarder le grizzly aux États-Unis, que ce soit au Yellowstone ou dans le nord du Montana. Et ils essaient de se battre pour la biodiversité en Alaska. Et puis, un tas de gens comme ça. Et aujourd'hui, il faut suivre ce mouvement qui est très, très puissant. Je ne vais pas faire le listing de toutes les associations, l'Audubon Society, la Wilderness Society, il y a une multitude. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, le nombre de militants et d'adhérents de mouvements écologiques, c'est 10 fois ou 20 fois supérieur à ce qu'on a en Europe. Les Américains, il y a le pire et le meilleur, mais il y a le meilleur, il faut retenir le meilleur. Le meilleur philosophe sur l'écologie à l'heure actuelle, à mon avis, c'est un Américain, c'est John Bert Callicott, qui est encore vivant, qui a dépassé 80 ans, avec sa notion d'éthique de la Terre et de Gaïa. Replacer l'homme au sein de la nature. Si les gens veulent se documenter là-dessus, qu'ils aillent voir les écrits de John Bert Callicott. Ils sont toujours à la pointe dans la recherche sur l'écologie. Ça, c'est sûr. J'ai terminé un bouquin qui est sorti au mois de mars, une biographie sur John Muir, qui est un des pères de l'écologie aux États-Unis, un des pères fondateurs, et aussi qui a pris une bonne part dans la création des parcs nationaux américains, notamment celui du Yosemite, mais bien d'autres aussi, parce que c'est un type extraordinaire sur le plan humain. Il a fait des voyages tout au long de sa vie extrêmement intéressants à travers les États-Unis, partout, dans des zones sauvages, et puis après en Alaska, dans l'Arctique. Ce qui est intéressant sur John Muir, c'est que c'est non seulement une vie extraordinaire, mais que c'est lui qui a mis le pied à l'étrier de tous ces gars-là. C'est un des premiers qui, en allant dans le Yosemite pendant des années, a vu les ravages des moutons dans les forêts, qui a vu les ravages de l'abattage pour les scieries des dernières forêts de séquoias. Il faut savoir que les séquoias, on en a détruit 95% en quelques dizaines d'années. Il reste 5% du peuplement des séquoias en Californie et Oregon. Ce n'est pas le même séquoia d'ailleurs. Hein. Bon, mais peu importe, 5%. S'il n'y avait pas eu John Muir, il y aurait 0%. Parce que l'homme, il est capable de détruire jusqu'au dernier truc qui existe. Ça, c'est le problème de l'homme. Il n'a pas de limite. Le capitalisme n'a pas de limite. Le socialisme non plus, dans ce qu'on a pu en voir depuis 100 ans. Donc, ça veut dire que l'homme n'a pas de limite.
et qu'il faut qu'il y ait quelques penseurs comme John Muir et ses successeurs, aujourd'hui John Bert Callicott, entre-temps des gens comme Edouard Abbey, David Brower du Sierra Club, le Sierra Club fondé par John Muir, 4 500 000 membres aux États-Unis, Brower qui a fondé après les Amis de la Terre, donc il y a des branches partout. Sea Shepherd aujourd'hui, des gens qui réveillent l'humanité, qui leur disent attention, faites gaffe, on est en train de tout détruire. Et là, je crois que depuis 10 ans, les gens, ça commence à rentrer dans les paradigmes des gens. Commence à se rendre compte qu'on est dans un monde fini et que la croissance ne peut pas être infinie. Pour moi, le voyage, c'est une base de départ pour de la pensée, pour de la culture, pour de l'intérêt, pour la vie, pour le monde. Le voyage, c'est pas un but en soi, c'est une découverte de la terre, des gens, de la flore, de la faune. Le voyage, tel que je le conçois, c'est un voyage à pied ou à cheval, à la limite. Dans certains pays comme la Mongolie, c'est quand même bien d'être à cheval. Même au Tibet, j'ai voyagé quand même beaucoup, j'ai défriché beaucoup à cheval, parce qu'à cheval, on tape 3-4 fois plus de terrain par jour qu'à pied. Hein. Les deux sont nécessaires parce qu'on ne peut pas aller partout à cheval non plus. Hein. Mais globalement, le voyage, ça se fait à pied. Au jour d'aujourd'hui, si on veut voir des choses super dans le domaine ethno, dans le domaine de la nature sauvage, le voyage commence où les voitures s'arrêtent. Les gens n'ont pas beaucoup de temps, donc ils ont en général entre 3 semaines et 2 mois maximum, hein, et encore quand ils ont 2 mois, c'est une exception. Donc il ne faut pas qu'ils essaient de se dire « je fais la Chine, je fais le Tibet », tout ça, ça rime à rien. Il faut qu'ils choisissent un endroit, qu'ils aillent en bagnole au plus loin possible et qu'après, pendant ces 3 semaines à 2 mois ou à 6 mois, ils fassent leur truc sur ce terrain-là. Et ils vont s'implanter sur 1, 2, 3, 5 villages, 10 villages ou 1, 2, 3 communautés de nomades et ils vont partir avec un cheval de bas, un yak de bas ou 2 ou 3, la réserve de bouffe pour 15 jours. Après, il faut avoir des guides locaux d'une fiabilité 100%. Et ça, c'était ma force aussi parce que moi, j'ai cette capacité que je deviens copain avec les locaux. Il n'y a jamais un local qui m'a fait peur et Dieu sait si des fois ils essayent de te faire peur, hein, que ce soit les Tibétains, les Kazakhs, les Kirghizes, ils essayent de t'impressionner. Mais moi, je ne me laisse pas impressionner. Et donc, ils comprenaient ça et à chaque fois, je ne dis pas ça par vantardise, ils me disaient, toi, tu es comme nous, tu es comme nous. À partir du moment où ils disent, toi, tu es comme nous, alors bien sûr qu'on n'est pas comme eux, je ne suis pas naïf à croire qu'on est comme eux, on ne peut pas manger comme eux, on résiste pas au froid comme eux, on ne peut pas marcher comme eux, on parle pas la langue comme eux. Donc, mais quelque part, on est un peu comme eux, parce qu'ils voient aussi qu'on les aime comme ils sont. Je vais faire du voyage en pelant le moins possible à tous les niveaux pour que les dernières zones de nature sauvage qu'on a sur le globe, et il y en a, spécialement en Haute-Asie, il y en a beaucoup en Haute-Asie, hein, de ces zones-là, eh bien, faire que ces zones-là, mettre sa petite pierre pour que ces zones-là restent des zones de belle biodiversité, de beaux paysages, sans que l'homme aille foutre le bazar partout. Et puis, il y a un avenir pour aussi redécouvrir le chez nous. Moi, je marche énormément en Anjou, je marche énormément, là, je suis en train de faire un film sur la forêt depuis 1 an, avec une diagonale qui va de la Bretagne à la Grande Chartreuse. J'ai pris 6 forêts tout le long, je ne vais pas les décrire toutes, avec des problématiques différentes. Et c'est un sujet passionnant avec l'écologie, avec la forêt, c'est un gros problème chez nous, parce que ça fait 50 ans qu'elle n'est pas bien gérée. Et que si on continue comme ça, avec cette monoculture des arbres et tout, qui n'est pas de la forêt, qui est de la monoculture d'arbres, on va au casse-pipe. Et les forestiers s'en rendent compte. Donc là aussi, il va falloir redresser la barre. Mais les gens, ils ont un pouvoir là-dessus. Moi, je me suis mis à une association qui s'appelle Canopée, où il y a des types qui se battent pour que la forêt devienne une forêt naturelle. Comme Francis Allais, qui veut refaire une forêt primordiale. Hein, il faut être aux côtés de ces gens-là. Pour ça, il faut aller marcher dans la nature, s'imprégner de la nature, que ce soit en France ou à l'étranger. On peut aller au Maroc aussi, si on ne veut pas aller loin en avion et voir un autre monde. Là il y a encore quelque chose à faire pour encore peut-être 10-15 ans au Maroc. Un autre monde à 1 heure d'avion de chez nous. J'ai découvert ça au Maroc.
j'ai trouvé au Maroc les mêmes choses que j'avais en faisant 6 ou 8 heures d'avion pour aller en Asie centrale. Donc, on peut trouver des endroits comme ça. Quand je vais dans la Sierra de Guara, en Aragon, et j'y suis allé à peu près 300 fois depuis 40 ans, c'est mon endroit de ressources, la Sierra de Guara, et tout le Haut-Aragon. J'ai encore la nature sauvage vraiment comme on peut difficilement la trouver en France. Donc, il y a encore des endroits, il faut les chercher, il faut les préserver précieusement. Et des agences comme la tienne, Secret Planet, c'est ça, Secret Planet. C'est emmener les gens, des petits groupes, avec des petits moyens, la marche à pied, tout ça, dans des endroits préservés où on fait gaffe quand on voyage. On n'est pas des consommateurs, ou on est le moins consommateur possible. Et on fait ça avec des locaux, pour faire travailler les locaux. Voilà l'avenir du voyage. Je crois vraiment à ça. Voilà, bon, je pense qu'on est un peu tous sous le charme, là, pression. Louis-Marie, merci. Écoute, je pense qu'on est tous sous le charme. C'est vrai que tu as une capacité à partager à la fois toute ta culture, ton savoir, tes expériences, enfin, comme très peu le font. Avec quelques phrases, je te disais tout à l'heure, avant qu'on lance cette webconférence, un peu à la Audiard. Il y a moi, vraiment, il y a 4-5 formules que j'ai bien envie de me noter quelque part, voilà, dans le marbre. Donc, quelques messages d'une force quand même assez inouïe, et puis toujours beaucoup d'humour. J'adore le capitalisme ne marche pas, un peu de silence, mais le socialisme non plus. Voilà. Merci beaucoup, Louis-Marie. Merci à tous donc, de nous avoir suivis. Donc, il y a pas mal de questions. Déjà, sur les nomades, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on peut encore aller rencontrer des nomades, Louis-Marie, de ton point de vue? Est-ce que les nomades que tu as rencontrés pendant ces 30-40 dernières années, est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Alors oui, bien sûr qu'on peut, on peut le faire. Je pense que ça va durer encore une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, j'en sais rien, en fonction du dérèglement climatique, parce que c'est ça la clé de leur problème. Si on veut pas aller loin, on va aller chercher les nomades du Maroc, dans le Djebel Saro, donc dans l'anti-Atlas. Là, il y a encore 200 ou 300 familles qui sont totalement nomades et on peut participer avec eux à leur travail, que ce soit l'hiver ou à la transhumance au printemps et à l'automne, en transhumance entre le Djebel Saro et le Haut-Atlas. Si on veut aller un peu plus loin, donc il y a les nomades tibétains. C'est le plus grand réservoir de nomades à l'heure actuelle sur la planète. Beaucoup croient que c'est en Mongolie, mais non, c'est au Tibet et de loin qu'il y a encore le plus de nomades, et spécialement au Tibet oriental, au Kham et en Amdo. Là, c'est assez facile. On y va à partir de la Chine, à partir de Chengdu au Sichuan. On monte sur le plateau. Et en 1 ou 2 jours, ça y est, vous êtes sur le plateau, vous allez trouver des communautés nomades et ce sera possible de vivre avec eux quelque temps. Après ça, moi, je suis allé beaucoup chez les Kazakhs et Kirghizes de Chine. Donc ça, c'est au-dessus de Kashgar, dans le Pamir. Là, il y a encore beaucoup aussi de possibilités. Maintenant, je ne sais pas, avec les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle, avec, comme on le sait, le peuple ouïghour qui est verrouillé, je ne sais pas dans quelle mesure les Chinois, là, à l'instant, permettent de monter facilement des Ouïghours aux Kirghizes ou Kazakhs, qui, à mon avis, doivent être à peu près mis dans le même sac que les Ouïghours. Hein. Je ne pense pas qu'ils aient la vie rose actuellement plus que les Ouïghours, les Kazakhs et les Kirghizes. Donc, à ce moment-là, il faut plutôt se reporter au Tadjikistan, parce que comme le nom ne l'indique pas, au Tadjikistan, il y a la moitié du pays qui est kirghize, et là, il y a pas mal de nomades kirghizes, et puis au Kyrgyzstan, où là, il y a pas mal de possibilités aussi. Donc, je suis allé dans toutes ces zones-là, que ce soit, si les gens veulent plus de renseignements, c'est simple, j'ai des roadbooks, je peux leur envoyer à titre gracieux les zones où on peut aller. Sinon, il y a bien sûr d'excellentes agences de trek qui proposent ça. Donc, l'idée, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, il ne faut pas vouloir dire je fais le Kyrgyzstan, je fais le Tadjikistan, vous ne ferez rien en un mois. Il faut dire je vais là. À partir de là, je pars à pied, je rencontre des nomades, je passe 15 jours, 3 semaines avec eux, puis je reviens chez moi, et là, j'aurais fait un voyage beaucoup plus riche que d'avoir trimballé mon sac d'hôtel en hôtel et d'aéroport en aéroport. Voilà.
Il y a Marie-Claude qui nous dit quel plaisir d'écouter Louis-Marie. De plus, je suis voisine à 10 km sans le connaître. J'ai fait la transhumance avec une tribu à Itata, le pèlerinage du Colioriti chez les Kéros et je dois aller au Mustang en septembre. Bon, ben voilà, il Ah faut. ben c'est étonnant, oui. Oui, oui. Comme rencontrer, quoi. Eh ben oui, mais qu'elle m'appelle et puis je serais ravi de la rencontrer. voilà. Vraiment ravi. Eh ben, donc vous pourrez appeler exactement Louis-Marie, soit en passant par nous, soit Louis-Marie laissera. Bah tiens, on va en profiter peut-être pour en parler tout de suite. Justement, tous les ouvrages, films, etc. Comment on peut se les procurer aujourd'hui? Ben en fait, mes bouquins, ils sont ceux qui ne sont pas épuisés, qui sont encore en vente. Il y en a encore 4 ou 5, plusieurs chez Paulsen, puis le dernier sur John Muir, là. Donc ceux-là, bien sûr, on peut les trouver dans les librairies. En regardant sur mon site internet, là, Explorateur, donc Caravane, ça s'appelle caravanexplorateur.com. Caravane au singulier, explorateur pluriel.com. Et là, vous verrez les bouquins que j'ai faits, tout ça. Sinon, vous adressez directement à moi avec mon mail ou par mon portable. Et je réponds toujours. Toutes les semaines, j'envoie des DVD. Alors, les DVD, il n'y a que moi qui les vends. Donc, il y en a un sur les nomades tibétains, l'autre sur les nomades mongols, sur les nomades kirghizes, et puis deux sur le Maroc, sur les nomades marocains et sur des paysans montagnards marocains. C'est pas pour, je dis ça parce que c'est pas pour faire de la pub, hein, mais toutes les semaines j'en envoie. Il y a des gens qui me demandent, ils m'envoient un petit message sur mon mail et puis je leur envoie par retour les DVD. Voilà. Sinon, il y a les teasers des films, on peut les voir sur YouTube. Est-ce que tu es déjà allé au Pakistan? Oui, oui, oui. Alors, ben, tu fais bien de me parler de ça, parce que je suis navré, mais vraiment navré de ce qui se passe avec le Pakistan. Pourquoi? Parce qu'un des plus beaux treks que j'ai fait dans ma vie, c'est au Pakistan. C'est un trek entre Chitral et Gilgit, où on a suivi tout le sud du couloir de Waran, et c'était un trek magnifique avec plusieurs ethnies, des ethnies tadjiques, donc de souche iranienne, puis des ethnies plus de souche turco-mongole, des Kirghizes, etc. Et on retourne après dans la vallée de la Hunza avec à nouveau des Tadjiks, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des populations indo-iraniennes. Donc un bon mélange de populations, des paysages, on passe de l'Hindoukouche au Pamir, c'est somptueux, puis après au Karakorum, vraiment très très bien. Je suis allé aussi au camp de base du K2, donc c'est magnifique. Le Pakistan a un potentiel absolument faramineux, que ce soit la vallée de l'Indus, que ce soit tout le haut, entre Chitrat et Gilgit, un potentiel faramineux de trek, de voyage, d'ethnie encore préservé. Et malheureusement, avec cette histoire afghane qui nous empoisonne la vie, eh ben, les gens ont peur d'y aller. Et puis, on peut le comprendre, même s'il y a des zones entières, par exemple dans la Hunza, où pratiquement le risque d'avoir des ennuis est nul, on peut dire nul. Vous aurez bien plus de chances d'avoir des ennuis en prenant votre voiture demain matin que vous n'en aurez en faisant un trek dans le nord du Pakistan. Oui, j'ajouterais d'ailleurs que Tamera est l'une des seules agences à y partir, hein, comme vous devez le savoir, que ce soit chez les Kalash, dont on va reparler tout de suite avec Louis-Marie, ou évidemment vers le Baltoro, dans la Hunza, etc. Et d'ailleurs, Il y a la Barbara, Chimchal qui vaut bien la peine aussi, la Chimchal. bien sûr, avec des nomades. Et là, c'est sécurité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Barbara y est d'ailleurs, elle rentre la semaine prochaine. Alors justement, sur les Kalash, Oui. tu connais ce peuple. Oui, oui, bien sûr. Et que penses-tu globalement peut-être, mais c'est encore peut-être plus vrai chez eux, enfin c'est Eliane qui en parle sur l'islamisation justement de toutes ces ethnies en fait d'Asie Oui. centrale. Bon, il y a l'inverse aussi avec les Ouïghours, hein, on en parlait, et la Chine, mais sinon l'islamisation, voilà, chez ces peuples. Alors, les Kalash, première chose à dire, les Kalash sont des Tadjiks. Les gens font un tas de cinéma là-dessus, c'est quoi les Kalash, un peuple à part, etc. Pas du tout. En fait, ce sont les derniers Tadjiks qui n'ont pas été islamisés. Hein, quand on étudie de près l'ethnographie des Kalash, c'est un peuple indo-iranien, indo-européen, donc indo de souche iranienne, qui n'a pas été islamisé parce qu'ils étaient au Nouristan et puis dans le nord du Pakistan, dans des zones difficilement accessibles, des petites vallées retirées, un petit peu comme ces ethnies qu'on peut trouver dans le Caucase, dans toutes les hautes vallées du Caucase, qui sont d'anciennes, comme les Ossètes, des anciennes ethnies européennes réfugiées là, quand ils se prenaient des catastrophes sur la figure avec des peuples turco-mongols
plus fort qu'eux. Bon, les Kalash, c'est pareil, ils se sont réfugiés dans ces zones-là et ils ont maintenu des traditions très anciennes, un peu panthéistes, et c'est un miracle qu'ils soient arrivés jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, ils vivent dans 3 petites vallées de rien du tout. Ils sont complètement enserrés par des peuples musulmans un peu durs. Et malheureusement, je donne pas cher de leur vie culturelle à moyenne échéance, même s'ils sont défendus et plutôt bien par différentes ONG qui essaient de les tenir un peu à l'abri des déviations. Il y a beaucoup de femmes qui se marient avec des musulmans. Il y a des histoires de sous là-dessus. C'est pas clair. C'est compliqué la situation des Kalash. Mais si vous pouvez y aller, allez-y, parce que ça reste une petite entité très intéressante, le dernier carré des peuples non islamisés au sein de l'Asie centrale. Est-ce qu'il y en a d'autres qui subissent cette pression, justement, en Asie centrale? Ils subissent tous des pressions énormes. Hein. Au Kazakhstan, c'est par le fric, on va dire, hein, le développement à outrance du Kazakhstan. Les dernières tribus nomades, les derniers groupes nomades du sud-est du Kazakhstan ont beaucoup de pression de la part des autorités. Les autorités, globalement, les autorités étatiques n'aiment pas les nomades. Les nomades, c'est quelque chose de difficile à contrôler. La plupart des enfants ne vont pas à l'école, et patati et patata, ne paient pas d'impôts. Enfin voilà. Pour un État, les nomades, c'est un souci. On le voit d'ailleurs chez nous. Le peu de nomades qu'on a, on monte ça en épingle comme si c'était bon. Et donc chez eux, c'est pareil. Donc que ce soit les Kazakhs, les Kirghizes, les Mongols. Alors en Mongolie, vous avez à la fois des Mongols et vous avez aussi des Kazakhs. Dans l'Altaï mongol, vous avez des Kazakhs, beaucoup. Hein. Là, il y a des bons groupes encore, plus semi-nomades que nomades d'ailleurs. Hein. Il faut y aller maintenant parce que ça va durer 15 ans. Comme me disait un chercheur de l'UNESCO quand j'étais en Mongolie, le Gobi, il gagne 10% de sa superficie centrale chaque année. Il augmente de 10% sa superficie centrale chaque année. Les points d'eau se raréfient, les pâturages se raréfient, et ça, on peut l'extrapoler à toute la Haute-Asie. Au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau, que les glaciers fondent, il y a moins de neige, les glaciers se raréfient, etc. Ça se désertifie. Et donc, qui dit désertification dit terminé pour les nomades, ils n'arrivent plus à entretenir leurs troupeaux. Ça dure déjà depuis longtemps. Il ne faut pas croire non plus que c'est récent. À l'époque de Gengis Khan, déjà, on disait qu'il y avait des zones de Mongolie qui s'asséchaient par rapport à ce qu'avaient connu les anciens. Vous voyez, faut bien voir. Je fais un tout petit topo, mais qui est intéressant. C'est que à partir de moins 10 000 avant Jésus-Christ, il y a eu cette fonte des glaciers énorme avec la fin de la dernière glaciation. Mais c'est très loin. Et au fur et à mesure que cette glaciation s'est terminée, l'eau se raréfie sur Terre petit à petit. Et donc, on arrive en fin d'un cycle qu'il va falloir une nouvelle glaciation, en quelque sorte, pour que tout ça se réactualise au niveau de l'eau et des glaciers. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit là, mais c'est le fond du problème. Hein. Et aujourd'hui, on est dans une période de désertification, je dirais naturelle, entre guillemets, de la Terre, largement accentuée par les excès de l'homme. Parce que tous ces nomades et semi-nomades sont de tradition animiste. Oui, à l'origine, tous les gens qui vivent dans la nature, que ce soit les Indiens d'Amérique du Nord, que ce soit les nomades de tout poil à travers toutes les zones du monde, ils ont ce contact permanent avec la nature, ils essaient de se protéger, de se faire un allié de la nature, et donc ils vont rendre grâce continuellement à tout un tas de phénomènes naturels. Que ce soit bien sûr la faune et la flore, en demandant pardon aux animaux qui vont chasser, en demandant même pardon quelquefois aux plantes qui vont cueillir, en demandant grâce auprès du ciel pour pas qu'il leur tombe sur la tête, les orages, etc., qui peuvent être dramatiques pour eux. Je pense par exemple les incendies provoqués par les orages dans la grande prairie américaine, et ça obligeait quelquefois les nomades à des fuites éperdues sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de kilomètres, hein, quand ça se mettait à cramer dans la grande prairie. Donc ces gens-là, la nature, pour eux, c'était quelque chose dont ils avaient énormément de mal à se protéger quand il y avait des catastrophes, que ce soit aussi les inondations. Par exemple, en Amazonie, bien vu en Amazonie, des groupes d'Amazonie, où vous avez des rivières qui montent de 8 mètres en 24 heures. Quand vous habitez dans des zones comme ça, je peux vous dire qu'il faut être sur le qui-vive.
parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez en calbute et vous perdez tout. Serge demande que dire sur les nomades iraniens. Alors en Iran, d'abord c'est un monde que je connais pas bien. Mon fils et ma fille y sont allés sur les plateaux. Euh, c'est des gens qui sont plutôt maintenant semi-nomades, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des villages l'hiver et ils font une transhumance un peu longue l'été. On va retrouver ce phénomène-là de plus en plus accentué dans toute la Haute-Asie, c'est-à-dire que petit à petit, ces populations de gens qui vivaient autrefois toute l'année sous la tente, maintenant font une transhumance plus ou moins longue, de mai à octobre en général. Mais c'est très intéressant à suivre, hein, très intéressant à suivre. En plus, l'idée, ça serait plutôt d'y aller une première fois l'hiver, de s'accoutumer avec 2, 3 gars dans les villages, et puis de dire, ben, je vais aller avec vous quand vous allez faire votre transhumance, et là, on se met au parfum de tout ça. C'est un peu ce que j'ai fait moi avec les nomades du Maroc. J'y suis d'abord allé en hiver, eux, ils vivaient toute l'année sous la tente, certains. D'autres ont quand même des petites cahutes pour l'hiver. Mais globalement, il y en a encore pas mal au Maroc qui vivent sous la tente l'hiver. Et puis après, les suivre dans la transhumance. La transhumance, c'est toujours un moment absolument fabuleux, que ce soit au Maroc, au Tibet, les transhumances, c'est le top du voyage. D'ailleurs, c'est en Mauritanie, là. Je voudrais bien, moi, si Tamera relance une caravane comme ça en Mauritanie, on a encore la chance en Mauritanie d'avoir des nomades. Ces grandes caravanes là que l'on suit pendant 8 jours, 15 jours, 3 semaines, moi quand je suis là-dedans, j'exulte. J'exulte, c'est génial. Alors, c'est vrai d'ailleurs, en fait, on en avait une qui devait partir le 5 février, là, hein, donc sur 40 jours, en fait, pour traverser la Mauritanie, donc de l'Adrar quasiment jusqu'à Nouakchott, et qui a été annulée puisqu'il y a eu des interdictions de voyager et qui est reportée à l'automne. Donc, Louis-Marie, je t'en reparlerai. Je sais que ça te passionne. En tout cas, ce que je voudrais répéter, c'est que si les gens veulent des renseignements un peu précis sur les zones, comment il faut faire, comment il faut s'y prendre, ils n'hésitent pas, ils m'envoient un petit message. Je répondrai pas des pages de mail, hein, parce que j'y passerai ma vie. Par contre, je prends ils me donnent leur numéro de téléphone ou ils m'appellent et à ce moment-là, je peux aussi leur envoyer des petits roadbooks que j'ai fait sur les zones où je suis allé. Donc aussi bien le Pamir que toutes les montagnes du Tibet, que les Tian Shan, les Kunlun, où je suis allé aussi vers le Chang Moustag et tout. Les Kunlun, c'est la dernière grande chaîne de montagnes où personne ne va. Une immense chaîne de montagnes où il y a encore des choses extraordinaires à faire, même au niveau de l'exploration, hein, je le dis, hein, au niveau de l'exploration, mais par contre c'est dur. Hein, les scientifiques l'appellent le 3e pôle, les Kunlun, c'est pas pour rien. Mais je pense qu'il y a de l'avenir, je pense à ça, on n'en a jamais parlé, mais pour Secret Planet, il y aurait gros d'avenir à jouer sur les Kunlun. Et au niveau de la faune extraordinaire. Oui, alors bon, enfin là aussi, on propose quelque chose avec quelqu'un qui s'appelle Bruno Pellet. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Louis-Marie, qui est un bon oui, j'en ai entendu parler, oui. de cette zone-là, qui a beaucoup travaillé aussi sur le récit d'explorateurs et qui avait fait une reconnaissance il y a une dizaine d'années. Bon, et ça, c'est un programme qu'on essaye de monter. Qui pose deux problèmes. Bon, le premier, les autorisations dont tu parlais tout à l'heure, c'est de plus en plus compliqué, et du coup le prix, c'est-à-dire que les permis, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à faire partir, mais effectivement, tu as raison. C'est vrai que c'est une des zones un peu magiques, et puis une des dernières grandes zones peut-être à explorer. Ouais. Alors oui, donc on fera passer à tous donc dans le replay, avec le replay donc que vous recevrez, enfin l'adresse mail de Louis-Marie. Comme ça, vous pouvez. Et mon téléphone, hein, vous pouvez mettre mon portable, il y a zéro souci. Hein. Oh, d'accord. Oui, oui, ça ne me gêne pas. Hein. Bon, très bien. Alors, on fera ça. Voilà. Question de Florence. Est-ce que tu accompagnes encore des petits groupes de voyageurs? Non, j'en accompagne plus. Ça pourrait se faire. Hein, ça pourrait se faire si j'avais une demande particulière, ou par toi, par exemple. J'aime bien ça. Hein, j'aime bien emmener des gens. Par contre, je suis pas ce qu'on peut appeler un steward. Si les gens veulent un steward, il faut pas qu'ils partent avec moi. Je suis pas serveur, je suis pas steward. Je fais ce que je peux de mon mieux, mais je suis pas loufia. Ça marche. Bah écoute, Louis-Marie, c'est quand tu veux. On va en reparler très très vite.
Avec beaucoup de plaisir parce que j'aime bien partager avec des gens les expériences de terrain, quoi. J'adore ça, être sur le terrain. Avec un petit groupe, c'est toujours super sympa. D'ailleurs, on peut dire que c'est David Ducoing, hein, qui est en charge de l'Himalaya et de l'Amérique latine chez Tamera voilà, qui nous a mis en contact. Et donc, on le remercie. Je ne sais pas si il peut nous suivre ce soir, mais en tout cas, on pense à lui. Quelle région de la Haute-Asie, alors oui, non, là c'est une question peut-être plus précise. Quelle région de la Haute-Asie conseillerais-tu pour un séjour d'1 mois pour le coup? Où est-ce que tu te concentrerais aujourd'hui? Alors, le Pamir chinois est très intéressant parce qu'on peut très facilement y trouver des belles communautés kazakhs et kirghizes à partir de la ville de Kashgar, juste au-dessus. Après, il faut voir là ponctuellement comment ça fonctionne là ces derniers mois avec la pression qui est sur la Chine. Je pense qu'eux, ils doivent verrouiller aussi. Par contre, si on veut voir des Kazakhs et des Kirghizes, les Kazakhs, il faut aller les chercher dans l'Altaï mongol. Donc, à partir de la ville d'Olgi, c'est-à-dire on prend un vol de Oulan-Bator à Olgi, et là, à Olgi, c'est très facile de s'éjecter sur n'importe quelle zone. J'ai monté pas mal de treks, des roadbooks de trek là-dessus que je pourrais faire passer aux gens. L'autre possibilité, c'est au Kyrgyzstan, où là, c'est très facile aussi. Il y a plusieurs zones très intéressantes, que ce soit sur le Pamir Alay ou dans les Tian Shan kirghizes. Il y a aussi magnifique, le Pamir tadjik, où là, malheureusement, il y a peu de nomades, c'est une zone assez désertique. Alors ça, c'est un autre truc que tu devrais creuser, Eric, si tu ne l'as pas déjà fait. On pourrait le faire ensemble. Il y a un territoire absolument magnifique à visiter du côté tadjik, dans la région kirghize du Tadjikistan. Hein. Là, il y a vraiment des montagnes magiques et des terrains magiques avec des mouflons de Marco Polo et quelques communautés nomades quand même. Et puis, alors, il y a l'immensité du Kham, où là, et de l'Amdo. Là, donc, tout le Tibet oriental, les gens pensent tous Lhasa, Shigatse, c'est là où il ne faut pas aller. Il faut aller à partir de Chengdu, dans la zone la plus à l'est du Tibet, en Amdo et au Kham, c'est là où sont les nomades. Il y a encore des centaines de milliers de nomades dans ces zones-là. Il faut aller creuser un peu, il faut aller chercher à partir de Manigango, à partir de Serchoul et des zones comme ça. Et là encore, je pourrais donner un certain nombre de topos. Il y a plein de petites chaînes de montagnes dont on peut faire le tour très facilement en 8 ou 15 jours. Les zones ne manquent pas. Je pourrais envoyer des topos aux gens qui auront le courage de me les demander. Je pense que tu vas avoir de la demande. Concernant l'écologie, et là, bon, c'est vrai que ça a été un moment fort de notre entretien. Bon, il faut savoir que j'ai dû malheureusement beaucoup couper pour rester sur une demi-heure, mais il y avait au moins encore une belle demi-heure autour de ce sujet qui est à la fois évident et complexe. Quels sont tes engagements personnels? Tu en parlais tout à l'heure en France, donc dans le domaine de l'écologie, justement, au-delà d'écrire quand même des livres, ce qui est un engagement déjà massif en soi. Ben, mon engagement, moi, c'est surtout à faire un travail un peu journalistique, c'est-à-dire là, je suis en train de faire un film sur la forêt. La forêt, ça va être un des grands problèmes de ces prochaines années. Actuellement, on a des attaques sur la forêt, que ce soit par l'exploitation forestière outrancière, la monoculture d'arbres, les monocultures d'épicéas, des monocultures de Douglas, des monocultures de tout ce qu'on veut. Qui ne protègent pas du tout la biodiversité. Donc les coupes rases, tout ça, c'est des. Après, il y a le problème des corridors écologiques, c'est-à-dire par exemple les Allemands qui se sont intéressés beaucoup à la protection de la nature, parce qu'il y avait le feu au lac aussi chez eux. Ils se sont aperçus que mettre des zones en défense, ça suffit pas. Il faut créer des corridors entre ces zones. Donc, je vais essayer de faire un travail sur cette histoire de corridor écologique. Moi, mon travail, à 72 ans, évidemment, je ne vais pas passer ma vie dans des manifs et des trucs. Je pourrais, en cas de, s'il y a vraiment des pépins, j'irai. Mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, moi, ça consiste à faire des documents, que ce soit des articles. Là, je viens de sortir un article sur l'écologie, l'évolution du mouvement écologique aux États-Unis jusqu'à nos jours. Faire des articles sur la forêt, faire des articles sur les corridors écologiques, faire des articles sur les dangers de l'exploitation outrancière de la terre. C'est ça que j'estime ma mission, entre guillemets. Bon, je ne suis pas un missionnaire, hein, mais voilà, j'essaie d'apporter ma petite pierre à ma façon pour faire connaître au maximum de gens. Là, il y a encore un organisme de défense de l'environnement national là, qui a publié un article sur John Muir pour moi. Il y a eu un article dans l'IB avec ça. Là encore,
je dis pas ça pour faire vendre mon bouquin, je m'en fous de ça, c'est pas, j'ai passé cet âge-là. C'est l'idée de faire avancer l'écologie à travers des personnages, parce que c'est plus facile à travers l'histoire d'un bonhomme de se mettre au pied dans l'écologie qu'avec des grandes problématiques qui sont souvent un peu compliquées pour les gens. J'ai oublié de dire que je fais partie d'une association qui s'appelle Canopée, Canopée qui est vraiment engagé à fond avec un super ingénieur forestier qui s'appelle Sylvain Angerand, qui se bat au jour le jour pour que la forêt française redevienne une forêt de biodiversité. Est-ce que tu collabores avec des scientifiques ou des ethnologues pour partager toutes les connaissances que tu as acquises au cours de tes voyages? Ben oui, j'ai continué toute ma vie. Par exemple, quand j'étais en Mongolie, j'étais en contact permanent avec c'est simple, ils avaient un bureau de l'UNESCO, les chercheurs, très près de là où je crêchais à Ulaanbaatar et où il y avait ma petite agence mongole là. Et donc, j'étais en contact permanent avec eux. Ils m'ont appris énormément. Au Pérou, ça a été avec des ethnologues et des ethnographes. À chaque fois, si vous voulez, que je vais sur un terrain, j'essaie toujours de trouver des gens qui sont compétents et qui ont publié des études scientifiques sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose que je recommande aux gens. Se documenter à travers toutes sortes de livres, etc. Et Dieu sait, avec Internet, maintenant, on trouve aussi tout ce qu'on veut, les publications scientifiques. Et si vraiment ils sont curieux, ça va leur permettre de faire un tour d'horizon des problématiques de cette région-là, de cette communauté-là. À partir du moment où on part avec ces armes-là sur le terrain, eh bien, c'est beaucoup plus enrichissant, évidemment, comme le disait Wilson, le chasseur de plantes. Connaître le nom d'une plante, savoir comment elle pousse, ça enrichit énormément la moindre balade dans la nature. Hein. Savoir ce que c'est qu'un oiseau, un mammifère, une plante, ça apporte énormément, ça enrichit votre éventail. Il n'y a pas que l'homme dans la vie, il y a tout ce qu'il y a autour. Je crois que l'esprit aussi de la question, c'est de savoir est-ce que toi, tu donnes un retour, tu vois, un feedback à des organisations justement scientifiques compte tenu du temps que tu as passé avec eux et tu as sûrement des choses aussi intéressantes à leur apporter. Ben, disons que chaque fois que je le peux, je publie des articles. Il y en a eu un sur Little Citizens, là, etc. Bon, j'ai contacté en fait avec cette histoire de John Muir et surtout de l'héritage de John Muir et le mouvement écologique américain et les problématiques écologiques d'aujourd'hui. J'ai essayé de contacter toutes les organisations qui traitent de l'écologie, que ce soit en France ou dans l'Europe francophone. Et donc, petit à petit, ça va s'élargir. Ça se fait pas en un jour parce que, en fait, je passe du voyage à l'écologie ou du moins, je me rends compte qu'il faut mener les deux de front, que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y aura pas de beau voyage, de bon voyage sans une problématique écologique derrière. Je crois qu'il faut être respectueux. Ce sera de plus en plus vrai. Et donc, conscientiser les gens, c'est un travail de longue haleine. Ça se fait par des récits, des articles, etc. J'avais fait auparavant un livre sur les chasseurs de plantes, dont ces explorateurs botanistes, qui est encore édité chez Paulsen, sur les explorateurs botanistes à travers le monde. Comment toutes ces plantes sont arrivées chez nous. Comment, quelquefois, ça peut sauver notre biodiversité. Hein, parce que quelquefois, par exemple, en ce moment, on est en train de réfléchir à replanter dans certaines forêts un certain nombre de cèdres de l'Atlas qui vont s'avérer plus résistants à la chaleur que d'autres arbres et qui vont permettre à d'autres arbres de pousser en dessous, etc. Enfin, il faut pas cracher aussi sur les changements. La nature n'est pas figée, l'homme a de la technologie, il est capable d'avoir des outils technologiques pour améliorer les choses. Tout ça, c'est un dosage entre jouer à l'apprenti sorcier ou jouer au protecteur de la nature. C'est même pas un jeu, hein, c'est vital. Et il faudra utiliser à la fois ces outils technologiques, de la raison ancestrale liée à la technique moderne et à la science moderne. Oui, donc c'est une conscientisation en fait du grand public. Ton rôle, il est plus effectivement de vulgarisateur auprès du grand public et de sensibilisation effectivement que de retour auprès d'organismes scientifiques. Oui, moi je me sens bien plus l'âme d'un médiateur auprès des gens. J'ai pas de formation scientifique, hein, je me suis fait tout seul. Je suis un autodidacte, j'ai pas de prétention là-dessus, mais la prétention que j'ai, c'est que quand je m'attaque à un sujet, je me documente, j'essaie de le faire bien, je rencontre des gens compétents et modestement, j'essaie d'apporter ma petite pierre. Et si chacun fait ça,
si on est tous à apporter notre petite pierre à notre façon, d'une manière ou d'une autre, bah, on y arrivera. Allez, deux dernières questions et une qui n'est pas des moindres, c'est Élise. Elle a participé enfin, tous vos voyages, vous les avez réalisés ensemble. Quand tu retournais sur les zones, vous retourniez ensemble ou tu y es un peu plus salé qu'elle? Comment ça s'est passé? Alors d'abord, c'est pas Élise. Élise, c'est ma fille avec laquelle avec laquelle je travaille depuis 30, plus de 20 ans. Hein. Oui. Elle a commencé à travailler avec moi pendant ses études, Élise. Par contre, avec mon épouse, Marie, alors elle a participé à tous mes voyages. Alors bien sûr, quand je partais de mai à octobre, elle était prof d'allemand. Donc déjà, premièrement, grâce à son boulot, j'avais pas trop de problèmes pour qu'on puisse, les fois où j'avais des creux financièrement, j'étais très content, on était très content d'avoir son salaire de prof qui était là pour nous permettre d'élever nos enfants. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'elle a tenu une place très importante dans mes voyages. Elle s'intéresse passionnément aussi à la botanique, à la nature, et on fait tout ça ensemble. On est ensemble depuis l'âge de elle, 16 ans, moi 17 ans. On avait 16 et 17 ans chacun quand on s'est connus. On est toujours ensemble, on est vraiment des couples dinosaures, on peut dire. Et donc, vraiment, c'est très important. Elle fait des carnets de voyage, de nos voyages, qui est souvent, et je dis ça sans soit du tout péjoratif, c'est mon pense-bête, c'est-à-dire qu'elle a une mémoire des dates, des choses et tout. Moi, j'ai une mémoire des sujets. Je suis pas très puissant sur les dates et tout ça, et par contre, elle a cette mémoire-là. Donc, je dirais qu'on n'a pas les mêmes types de mémoire et on se complète bien tous les deux. Et bon, je remercie chaque jour le Seigneur qu'elle soit avec moi. Et donc, alors, Élise, pour profiter de mon Alors, mien quand même. Élise, c'est ma fille. Oui. Donc, Élise, elle a 45 ans. Elle a écrit pas mal de bouquins avec moi. On a beaucoup travaillé ensemble. Elle a fait aussi beaucoup de conférences. À l'heure actuelle, elle a un nouveau compagnon qui est cuisinier. Et donc, elle a un peu, je dirais pas le cul entre deux chaises, mais entre deux plats. Elle fait à la fois de l'écriture et du voyage, là, et puis de la cuisine pour les spectacles. Ils font de la cuisine pour les spectacles, du catering, on appelle ça. Ils ont monté leur propre petite boîte. Et donc, elle se partage entre les deux. On fait ensemble ce film sur la forêt, pour lequel elle est très impliquée. Et donc, bon, c'est un tandem avec ma fille qui fonctionne bien. Bah, c'est un tandem à trois. Hein. Il y a ma femme, ma fille et moi. Magnifique. Bon, dernière question, Louis-Marie. Si le Grand Bivouac a lieu, est-ce que tu y seras présent le prochain? Oui, oui, je vais être au Grand Bivouac. J'en ai eu la confirmation par le président Guy Chaumeroy et puis le directeur, qui bien gentiment ont choisi une fois de plus de me permettre de faire une conférence sur John Muir et le mouvement écologiste américain. Et là, et en plus j'aurai mon bouquin là-bas. Je serai pendant tout le temps du Grand Bivouac et je serai vraiment ravi de parler avec les gens à la fois de John Muir et puis de son héritage et de la problématique écologique à la fois aux États-Unis et en Europe. Mais encore une fois, que les gens aillent voir de près les mouvements écologistes américains, parce que c'est un mouvement de fond, un mouvement puissant, et comme dans beaucoup de choses où ils sont souvent précurseurs, qu'on le veuille ou non, hein, et bien en matière d'écologie, je peux vous dire qu'ils tiennent la route. Il y en a besoin parce qu'ils ont un grand pays, mais qu'ils arriveraient à saccager s'il n'y avait pas des types qui mettaient le haut là. Hein, ils ont un très grand pays. Vous vous rappelez, aux États-Unis, il y a toujours plus d'endroits où il y a personne que d'endroits où il y a quelqu'un. C'est un endroit très privilégié pour le wilderness, pour la nature sauvage. Mais s'il n'y avait pas des gens qui étaient là pour mettre le haut là aux gaspilleurs, ben ça durerait pas longtemps. Hein. Donc allez voir de près tout ça, et puis je vous attends avec l'impatience que vous devinez au Grand Bivouac pour qu'on en discute de vive voix, c'est toujours plus sympa de vive voix. N'hésitez pas à m'interroger si vous avez des envies de voyage, de trek, que ce soit, moi je pourrais vous donner des zones et puis après à vous d'aller piocher à travers les différentes agences ou tout seul comment vous pouvez monter votre petite affaire. Magnifique. Louis-Marie, un immense merci. Ton enthousiasme, énergie, culture, présence et tout, un vrai bonheur. Merci à tous de nous avoir suivis. Et donc, je vous dis à dans 15 jours. Et Louis-Marie, à très, très bientôt. Hein, et Tachidele, comme disent les campas. Tachidele. Bonne soirée. Salut. Salut.